Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation d'un plan, donc dans un cadre paysager pour le domaine de l'urbanisme. Je suis parti sur l'idée d'évoquer, je dirais, quelques applications interopérables, notamment pour vous présenter ce petit projet. J'avais envie d'utiliser Google Earth pour pouvoir récupérer du géotif. Et le petit projet sur lequel nous allons travailler ce matin se trouve dans la commune de Saint-Hippolyte. Et l'objectif était de pouvoir donc exploiter des données qui avaient été générées par géomètres, experts, et faire en sorte que l'on puisse exploiter l'environnement en dessin qui nous a fourni au format fichier DWG, en sorte d'importer donc, ce contexte géoréférencé, y apporter donc un environnement géotif qui nous permettra donc de se superposer naturellement sur notre environnement et plan. Donc là, vous allez voir que le procédé est assez fluide, dans le sens où nous avons plusieurs approches de travail, pour ceux qui veulent uniquement se retrouver dans un environnement 2D ou 3D, sachant que cette petite commune m'intéressait pour son relief et sur la présentation qu'on vient des tronçons routiers que je vais pouvoir modéliser par la suite. Voilà pour la petite introduction. Alors, concernant donc le plan, nous avons plusieurs approches. Donc, sachez qu'aujourd'hui, ce logiciel certifié BIM est capable de géoréférencer dans toutes les maquettes qu'on pourrait générer, mais il est également capable d'interpréter les données géoréférencées, donc importées au niveau format DWG, et également venir sur les formats d'images géoréférencés. Vous allez voir que le procédé donc, est assez simple là-dessus. Je vais démarrer par l'import de mon fichier DWG et je vais apporter une petite approche, comment dire, donc, importante. Il faut savoir qu'au moment où vous récupérez un format DWG, très souvent nous obtenons de la part de nos amis géomètres des documents qui peuvent être soit exclusivement en 2D et très souvent en 3D. Donc, nous avons toujours une petite étape, on dire, de remise à plat de ces plans pour travailler uniquement en 2D quand ça nous intéresse. Et là, sur un plan, nous n'avons pas besoin d'intégrer une approche programmée pour recréer, comme dire, ces projections à plat. Nativement, nous avons moyen de définir justement donc l'objectif de l'exploitation de ce format de WG. Donc, je peux lui dire ici, attention, si vous intégrez un environnement 3D, on refera donc une projection 3D, 2D pardon, complètement, malgré, hop, avec le petit aperçu ici, voilà, malgré, comme dire, donc, les données d'entrée qui peuvent donc, vous illustrer les courbes de niveau, les semis-points pour déterminer les points de géomètre du terrain. Donc, on aura un moyen ici de pouvoir dire, OK, on reprojette tout directement de l'E et on pourra exploiter cette information. Par contre, ici, dans cette approche, ce qui va m'intéresser, c'est de vous démontrer quel plan est capable d'analyser le contenu de ce fichier DWG et vous avertir de l'exploitation de coordonnées de grande dimension. Donc, du coup, il vous proposera de vous accompagner dans cette saisie pour pouvoir appliquer ce qu'on appelle chez nous donc, un offset, un décalage d'offset, faire en sorte que l'on puisse déclarer le géoréférencement et faire en sorte de travailler dans une proportion dimensionnelle qui soit plutôt dans l'esprit d'un logiciel BIM aujourd'hui. Sachez qu'on n'aime pas trop je dirais, se déplacer dans des proportions trop éloignées du point d'origine de nos projets. Donc, du coup, nous allons plutôt déclarer ce géoréférencement au niveau du projet plutôt que d'aller dans ces proportions. Donc là, grâce à ce calcul et ce renseignement directement dans le plan, sachez que là, au moment d'avoir importé donc, cette donnée, nous retrouvons directement ce projet de manière géoréférencée. Alors, cette 2D que j'ai exploitée s'illustre bien sur nos vues en plan. On ne l'aperçoit pas sur la vue de face ou la vue d'élévation. D'ailleurs, nous avons malgré tout sur le plan la possibilité de faire une projection des éléments 2D dans un environnement 3D, prouvant ainsi que nous avons bien fait ce petit travail de projection. Voilà, donc, pas de souci. Pour éviter justement cette confusion des genres, donc, nous avons l'habitude de masquer tout ce qui est élément 2D dans les vues 3D pour pouvoir se concentrer sur nos actions de dessin quand on en a besoin et sur nos actions de modélisation sur les autres vues.
De facto, ce que l'on va retrouver concernant l'environnement DWG, on y retrouve bien sûr tous ces layers. Donc nous allons sans problème pouvoir masquer, afficher les différents calques qui nous intéresseront et pouvoir mémoriser ce qu'on appelle ici des jeux d'impression qui nous permettront de mettre en lumière directement une partie du projet. Notamment, je pourrais me concentrer sur je veux dire, la délimitation combien de parcelles, m'indiquant la partie cadastre existant et éventuellement un futur projet qu'on aurait donc à aménager sur ce site. Donc là, ça me permettra, vous voyez, donc de surfer directement sur les différents calques type AutoCAD que j'aurais pu exploiter. Donc on appelle ça les layers directement. On a gardé le terme, je dirais anglophone, pour pouvoir naviguer sur ce fichier dessin. Et si vous aviez besoin donc d'isoler effectivement donc une partie de l'objet, je retrouve bien donc tout ce qui est entité texte, entité ligne, etc. Gros avantage que l'on va pouvoir proposer dans l'environnement plan, c'est d'apporter aussi un peu d'intelligence aux objets dessins venant du fichier DWG, qui ont été complètement transformés et intégrés dans l'univers d'un plan. Donc, une entité qu'on lit en ligne, polyligne, spline, etc., donc sera transformée en conséquence. Et on aurait aussi l'occasion, comme je peux vous montrer, de pouvoir appliquer des... Oh, excusez-moi, j'ai mis les bonnes valeurs, voilà. Je pourrais donc ici transformer donc un tracé de façon à ce qu'il puisse représenter donc un motif de mon choix. J'ai donc toute une liste de motifs géométriques que je pourrais donc définir parmi soins, que je retrouve dans une liste donc déjà prédéfinie à l'installation d'un plan, et sur lequel vous avez un caractère paramétrique où vous pouvez modifier donc les hauteurs, les largeurs, et redistribuer donc la représentation donc de ce motif, tout en sachant que vous n'avez pas forcément la garantie de savoir de quel côté vous pouvez donc le positionner, donc on peut le centrer, le décaler à droite ou à gauche selon nos besoins, et déconnecter l'information quand on en a besoin également. Autre démarche qui était aussi intéressante je dirais dans ce process, c'est pouvoir à nouveau représenter la ligne de référence qui nous permettra, comme dire, de positionner, comme dire, ce motif. Donc là, ça fait partie de toute la stratégie d'un plan aujourd'hui de vous aider donc à dessiner, certes, mais en même temps d'y connecter de la donnée. J'aime bien bousculer un petit peu les habitudes en parlant du BIM à l'échelle de la donnée. On me regarde toujours avec des grands yeux, pour une raison très simple, c'est que tout objet de dessin peut être connectable à de la donnée attributaire. Donc je peux à tout moment demander à associer une donnée. Hop, là, je vais pouvoir le faire. Là, si je rédige encore correctement l'info. L'objectif étant d'aller chercher des données, des attributs, soit automatisés, donc notamment la longueur de ce tracé linéaire, soit des données attributaires supplémentaires que je pourrais donc y greffer donc à soi. Donc je peux, je dirais, créer mes propres valeurs attributaires. Je n'ai pas besoin donc d'y intégrer un contexte de fichier texte supplémentaire. Là, c'est tout ce que je viendrai déclarer sera associé au projet et partageable, pour me dire, à d'autres personnes à tout moment. Et bien sûr, mes données attributaires sont typables, donc je peux vraiment leur définir donc une association type texte, type numérique, numérique entier, décimal, etc., type date, et faire en sorte de définir le type de saisie que je pourrais proposer à n'importe quelle personne, que ce soit donc une saisie manuelle, une saisie par liste, ou avec une liste déjà bien prédéfinie pour aider toute personne à renseigner la qualité des valeurs de données tributaires attendues. Donc ça fait partie du concept, je dirais, donc d'un plan, et sachant qu'on pourra interroger à tout moment, effectivement, cette donnée renseignée. Donc si je viens tout simplement réinterroger, comme dire, ce tracé polygonal, vous allez retrouver le petit rapport qui me renverra donc cette information. Là, j'ai utilisé l'attribut matériaux. Je peux forcément personnaliser donc des formulaires pour aller chercher d'autres données attributaires qui me renverra donc simplement donc cette longueur associée donc à ce tracé polygonal. Et l'autre démarche qui est évidemment naturelle, c'est de pouvoir exporter cette information directement vers Excel sans que vous ayez besoin, on va le mettre sur le bureau, sans que vous ayez besoin d'installer un plugin subsidiaire, comme dire, donc à un plan. Donc là, je vais juste lancer Excel pour vous montrer ce petit rapport et on aura fini cette petite partie, comme dire, donc d'extraction de données que l'on peut associer directement à l'information de données. Pour continuer sur notre lancée,
ici, je vais revenir sur la partie complète de mon plan. Deuxième étape, je me dis, OK, j'ai du coup implémenté l'environnement DWG, comme dire, de ce fichier de géomètre. Je vais chercher à compléter cette image que j'avais sur Google Earth et faire en sorte de pouvoir projeter, comme dire, donc, une image géotype, donc une image géoréférencée, comme dire, en arrière-plan sur mon projet. Petit détail, lorsque vous aurez besoin de bosser sur un plan, vous pourrez orienter votre dessin comme vous le souhaitez en vous basant sur un élément visible de l'écran. Pas de souci. Je vais donc tout simplement vous afficher, et je vais changer d'ailleurs, je vais me positionner sur le fichier qui va recevoir ce fichier. Voilà. Je retrouve donc la petite zone que j'ai capturée sur Google Earth. Donc généralement, on utilise de l'orthophoto là pour vous apporter cette petite démonstration. Donc j'ai directement demandé l'importation de Google Earth sur laquelle j'ai apporté donc son géoréférencement. Et vous remarquerez qu'en effectuant ce cliquer glisser, là, Altland donc, va détecter une information de géoréférencement a été associée à cette image géotype. Donc, du coup, je vais pouvoir donc en bénéficier. Et comme vous pouvez donc l'apercevoir, il va venir se caler correctement par rapport à mes données. Donc ici, si je viens juste filtrer l'ensemble de mes données parcelles, voilà, vous allez donc apercevoir effectivement qu'on est, pour ainsi dire, calé sur les chemins de terre, sur la route, selon bien sûr l'ensemble des calques activés ou désactivés dans ce fichier DWG. Pour donner un peu plus de visibilité d'ailleurs donc à l'environnement, je dirais vectoriel, je peux demander à ce que cette image présente un peu plus de transparence, et du coup m'aide à valoriser un peu plus l'ensemble de mon projet. De la sorte, je pourrais donc surfer sur les différentes parties du projet. Donc là, si je me retrouve sur le cadastre existant, vous voyez que j'aurai effectivement cette superposition donc, de la départementale 121, la possibilité donc d'apercevoir donc le projet d'aménagement des parcelles de ces petites bourgades, et je vais pouvoir donc effectuer donc mon travail, je dirais, de renseignement au niveau de mon projet. Donc, pour cela, j'ai donc à tout moment, hop, on va redresser 0, voilà, pour montrer que là, en étant calé sur l'image, nous avons bien donc une prise en compte du géoréférencement et de l'orientation géoréférencée de cette image, donc du coup qui est totalement synchronisé avec ce côté vectorisé de mon fichier DWG. Autre démarche qui va aussi donc m'intéresser, c'est pouvoir donc renseigner cet environnement en question. Donc je vais revenir et verrouiller le géotif, évidemment, 2 petites secondes. Je vais pouvoir donc exploiter des outils de dessin classiques. Vous avez besoin donc d'assurer une zone quelconque. Je dis tiens, j'ai besoin donc de délimiter tout simplement ces parcelles. Je pourrais exploiter là aussi cet environnement assurage. Je pourrais renseigner toute information donc, par lot, indiquer comme dire le type d'objet sur lequel je vais bosser. Je pourrais rajouter comme dire une donnée attributaire si nécessaire. Donc là aussi, je vais cliquer sur le petit bouton et rechercher. Vous avez un petit bouton de recherche qui vous permettra d'aller vérifier si un attribut, si un attribut existe, et du coup, vous pourrez donc l'exploiter et l'intégrer directement dans l'objet que vous aurez donc sélectionné. Donc là, si je lui indique qu'il appartient au lot numéro 1, vous voyez que là, l'information donc sera renseignée. J'ai donc moyen d'utiliser, comme dire, la notion donc, de hachure. J'ai aussi moyen d'utiliser donc d'autres types de représentation. Vous avez ce qu'on appelle le style de surface qui rendra un peu plus intelligent cette notion de représentation. Pourquoi? Parce qu'elle sera donc dépendante. Là, je viens d'assurer ce contour, mais vous allez me dire qu'il ne s'est rien passé. Ici, vous remarquerez qu'à travers ce qu'on appelle ici le type de dessin, je serai en mesure de représenter de différentes manières tout simplement ce motif dans un cadre de cycle de vie qu'on vient du projet, que ce soit en mode code couleur, type de représentation et le fait qu'elle soit visible ou pas sur le cycle d'études qu'on vient du projet. Ou alors en lien avec un facteur d'échelle
que je pourrais aussi paramétrer, comme dire, dans mon projet. Nous avons aussi une autre nature d'objets que l'on pourra exploiter pour illustrer ce volet paysager, notamment autour de surface. Ben, ça s'appelle le remplissage, qui vous permettra de choisir le code couleur de votre choix. Et vous pourrez, de la même manière, donc ainsi, définir donc, les différentes zones que vous aurez donc exploitées, et tout en ayant la possibilité de jouer sur la notion de transparence, si vous le souhaitez. Okay, et en indiquant donc ce côté dégradé que vous pourrez donc aménager. Tout est pilotable, paramétrable à votre souhait sur un plan pour pouvoir créer donc des plans de qualité et surtout les renseigner selon vos besoins. Donc ça fait partie, je dirais, de cette stratégie globale de prise en charge, comme vient du dessin, que nous propose donc Alplan. Sorti de ce cadre, je me dis, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir travailler également sur l'environnement 3D de ce projet, sorti de cette approche. Donc, je vais pouvoir demander à Alplan de repasser sur une autre approche. Et là, je vais activer notre vue à nouveau. Je vais à nouveau réimporter ce fichier DWG, mais ce coup-ci, je lui laisserai le soin de m'importer à la fois tous les éléments 2D et 3D visibles dans cet environnement. Je dis OK, je lance l'opération. Là, ce coup-ci, il ne me repropose pas donc, de déplacer le référencement, puisque cette information a été renseignée par ses soins. Et d'ailleurs, juste pour vous montrer cette approche, donc le fichier évolue paysager se retrouve du coup pré-renseigné au moment où il m'a posé la question de calculer le décalage d'offset. Donc il m'a bien renseigné donc, les valeurs de géoréférencement issues du fichier DWG. Donc là, pas besoin, comme dire, de prendre le soin d'aller renseigner cette info, puisque ce fichier DWG m'a permis de récupérer cette donnée. Sorti de là, hop, au niveau des layers, nous allons réactiver tous les calques pour vous montrer que très souvent, nous récupérons sur d'autres logiciels de dessin ouvrant un fichier DWG. On a très souvent ce petit problème d'avoir tout un tas d'éléments positionnés à des altimétries, comme dit, en angle différent. Et pourtant, en termes de visibilité 2D, on se dit, tiens, on a l'impression d'exploiter la 2D, mais non. Quand on a une combinaison, comme dire, liée à l'usage d'éléments 2D et 3D. Donc là, cet avantage que nous propose Alplan, c'est de pouvoir dire, quand on veut faire de la vraie 2D, nous pouvons reprojeter tout ça, comme dit en 2D, donc une mise à plat. Hein, ce n'est pas juste un déplacement d'éléments où chaque extrémité A à Z à 0, c'est une reprojection en 2D pour conserver la qualité du dessin tel qu'il avait été pensé en 3D. Et quand on veut donc exploiter cet environnement 3D, nous pouvons l'exploiter tel qu'il se trouve ici. Alors, que vais-je pouvoir faire J'aurai moyen donc de dire ici à mon système, moi ce qui m'intéresse, c'est de masquer tous ces calques. Et je vais pouvoir conserver deux choses essentielles, soit les courbes de niveau qui ont été imaginées dans ce projet, donc là, je peux résumer un peu partout, ou tout simplement, je peux aussi récupérer les semi-points. Vous savez, on a très souvent ce problème des semi-points qui nous serviront, je vais les matérialiser voilà, dans cette vue-là, vous donne déjà donc, un aperçu sur la topographie qu'on dit du terrain. Dans beaucoup de solutions, on vous demande très souvent d'exporter les coordonnées de ces points dans un fichier texte au format X, Y, Z pour pouvoir interpréter la génération d'un terrain. L'avantage que nous propose Alplan aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans cette dynamique. Quand vous avez donc le fichier, hop, je vais d'ailleurs le renommer, s'il vous plaît, MNT 3D. Okay. Alors, ça va me servir tout simplement à passer sur le module environnement, qui va me permettre donc de créer ce terrain de deux manières possibles. Donc, soit je me sers de ces entités points 3D, et je lui dis, je vais créer donc un maillage dans la foulée. Et là, vous voyez que le terrain a été modélisé directement. Pas besoin d'utiliser un artifice pour pouvoir transformer ces points dans un fichier texte et les interpréter ensuite sur un plan. Le plan sait directement les interpréter. Et si la question se pose de dire si on avait pu utiliser uniquement que les courbes de niveau, pas de souci. Je vais me positionner sur un autre fichier. Voilà. Et les courbes de niveau, pardon,
je récupère ça quand même. Ça, voilà. Les courbes de niveau, j'aurais pu demander ici à faire en sorte que les éléments 3D, donc présents, donc notamment les courbes de niveau, deviennent également un modèle de terrain. Et là, vous voyez que le système va me demander combien à les enregistrer dans un fichier. Je sélectionne l'ensemble de mes courbes de niveau et je vais pouvoir maintenant basculer sur le résultat ici et je vais masquer cette partie-là. Et là, vous retrouvez également donc un autre terrain un peu plus lissé, mais qui ne donnera pas forcément la même précision que mon nuage de points. Donc, l'un dans l'autre, il faudra se garantir donc d'un travail de précision. Alors, autant le nuage de points que j'ai récupéré n'est pas d'une grande précision sur toutes les zones, mais il m'a permis donc d'avoir une certaine extension. Là, les courbes de niveau ici me donnent quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus lissé, donc un peu moins révélateur sur la topographie exacte, on dire, du terrain. Donc, mon choix est resté du coup sur l'usage du G ici, des semi-points. Et comme vous pouvez voir, donc, je retrouve bien le travail du géomètre qui m'aura donc illustré quelques talus spécifiques et le revêtement au sol, comme dit, donc, de ces parcelles de terrain. J'ai également moyen de transformer, du coup, comment dire, ce MNP, donc c'est un modèle numérique de terrain 3D, c'est une caractéristique spécifique d'Elplan. Je vais pouvoir donc le transformer en un objet 3D. Donc j'ai aussi cette fonctionnalité qui me permet de retransformer un objet MNT en un élément 3D. Et pour cela, le système me demandera également à choisir donc un fichier de destination. Okay. Je choisirai donc l'objet qui ira bien, donc notamment ce maillage, et l'opération donc sera effectuée. Donc, ce qui peut vous donner simplement le résultat donc suivant. On va donc récupérer ici, je vais désactiver ça et désactiver ça. On va récupérer combien donc ce modèle. Donc, beaucoup très souvent me posent la question de dire est-il possible de retrouver le terrain mais avec un volume plutôt qu'une surface? Là, effectivement, c'est juste une option donc, cochée qui me permettra de dire je retransforme ce MNT en un élément, donc un volume 3D, et qui représentera donc une certaine épaisseur. Et là, vous pourrez retravailler dessus. Peut-on dans ces cas-là repositionner l'image géoréférencée sur la surface? Oui, tout à fait. Donc, j'ai du coup effectué ce petit travail de manière très simple. Ce volume 3D va être associé à un calculeur qui sera programmé justement donc à l'image projetée. Et vous voyez que là, ici, une fois paramétré, j'aurai le moyen de récupérer facilement l'association de l'image géotif. Donc, que ce soit sur ma vue en plan ou ma vue en perse, petite astuce assez sympa, sur ma vue en plan, je peux passer en vue d'animation et je vois bien la superposition de cette image par rapport à la vue filaire. Donc ça, c'est tout le bénéfice de pouvoir se donner les moyens de reprojeter, comme dit, une image géoréférencée sur un volume 3D, et du coup, donc d'avoir une projection, une image potentielle, comme dire, donc, cette orthophoto, comme dire, donc, sur le volume 3D. Voilà. Sorti de ce cadre-là, je vais revenir juste en image filaire. Alors, ici. Alors, que peut-on faire à partir de ce cadre? Donc, nous avons généré effectivement un modèle 3D du terrain. Je peux être amené à vouloir travailler sur surface, on dit donc, de ce terrain. Alors, pour cela, je vais rester là-dessus et je vais ramener. Qu'est-ce que j'avais besoin de faire? Je vais lui dire ici. On va se positionner donc ici. On va juste désactiver celui-ci et on va faire ceci. OK. Beaucoup d'entre vous, parmi ceux que j'ai déjà pu rencontrer, ceux qui se poseront la question, est-il possible de retracer combien de chemins? Alors, j'ai deux approches possibles. Vous avez le module environnement que vous propose Elplan, et vous verrez donc, en fin de présentation, nous avons un nouveau module qui s'appelle Elplan Road, qui nous permettra également de travailler différemment
sur la génération donc, des réseaux routiers qu'on vient dans le déploiement. Là, dans un premier temps, ce qui va m'intéresser, c'est sur le côté donc module environnement, classique, tel plan, outils paysage. J'ai une fonctionnalité qui s'appelle chemin, qui me permettra de tracer un chemin suivant donc un tracé linéaire ou un tracé surfacique. Donc là, je vais plutôt utiliser donc un tracé surfacique. J'aurai moyen ici de définir donc la nature de ce tracé surfacique et surtout un réglage sur ce que je voudrais donc intégrer comme type de matériau sur le revêtement comme dire, donc, de ce chemin. Et je vais même pouvoir le contraindre de manière paramétrique à la surface du terrain que j'aurai donc intégré. Voilà. Ce qui me donne la chose suivante, c'est qu'en vue 2D, je pourrais juste m'appliquer rapidement donc, à tracer les différents points du chemin qui m'intéresseront. Donc, je vous le fais vraiment très rapidement pour vous illustrer donc, le concept. Et vous allez pouvoir donc, vous balader par surface de votre projet. Voilà, pour être à peu près calé sur le terrain principal. Donc, vous allez pouvoir faire ce détourage assez rapidement dans votre projet en vous basant sur l'image raster insérée en arrière-plan. Je sais qu'il y avait un petit décroché à peu près par là. On remonte juste ici. Et donc, je superpose le chemin de terre. On fait vraiment à la va-vite. Mais vous imaginez bien, avec un peu plus de temps, la capacité à représenter votre route avec un peu plus de qualité. Vous inquiétez pas. J'évite les propriétés privées. Et je reviens sur le chemin public. Voilà, que je valide. J'ai moyen d'y associer également des données attributaires. Donc, vous voyez que cet environnement permet de connecter tout type d'informations nécessaires donc, au tracé routier. Voilà. Donc, qui me permettant de récupérer les surfaces, me permettant de récupérer d'autres données qui pourraient être intéressantes ici, donc je ne vais pas la noter. Mais j'ai bien donc effectué ce tracé, mais ce tracé n'a pas été effectué qu'en 2D. Si je reviens donc sur les autres environnements de mon projet, je me rends compte que ce tracé du chemin, comme dire, a bien suivi donc la topographie de mon terrain. Et pour cela, je vais juste demander à réactiver tout. Je prends plutôt celui-ci pour vous montrer que nous sommes bien synchronisés par rapport à la surface du terrain. Pas eu besoin du coup de redéplacer tout simplement cet objet par rapport à la surface du terrain. La qualité de ce chemin dépendra forcément de la qualité de la topographie réalisée. Donc, ne vous inquiétez pas, le fait de voir ce côté un peu chaotique, c'est tout à fait normal parce que l'ensemble des semi-points exploités m'ont juste permis de faire quelques extrapolations à la surface du terrain. Si j'avais eu plus de points me déterminant effectivement ce chemin de terre, ça n'aurait pas posé de problème, j'aurais eu quelque chose de largement plus lissé. Mais c'est pas grave. On a un autre outil sur lequel je vais mettre en pratique la génération de la départementale 121. Vous allez voir que du coup, là, on a un process qui est un peu plus poussé, qui est un peu plus lissé, un peu plus technique, mais par contre, qui nous permettra de mieux gérer cette partie un petit peu infra, qui nous propose dans quel temps. Donc voilà pour le module donc, de base du terrain. Alors, avant d'aller un peu plus loin également, j'aimerais aussi vous illustrer le fait que dans un contexte de distribution de végétation paysagère, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir placer votre végétation. Cette végétation, vous pouvez donc la travailler uniquement donc en 2D. Je vais demander ici à récupérer ma macro qui a été programmée pour suivre le chemin de cette surface. Donc, vous pouvez dupliquer cette info comme vous le souhaitez. Vous pouvez même vous amuser à faire une sélection. Pardon, je vais demander à. Et ici, je récupère le fait qu'on ne travaille que sur les macros, voilà, pour éviter de choisir autre chose. Hop. Et là, si vous voulez donc vous amuser à dupliquer assez rapidement un environnement paysager un peu forestier, vous verrez que le système va s'adapter automatiquement à la surface du projet
sans que vous ayez besoin, comme bien, de les redéplacer les uns par rapport aux autres. Vu le volume d'informations traitées, vous voyez que j'ai vraiment beaucoup de souplesse pour me balader donc, dans mon projet. Donc, à tout moment, vous pouvez récupérer donc, un de ces éléments. Je vais même plutôt faire l'inverse, pardon. On va faire ça, voilà. Et je vais pouvoir donc le positionner où bon me semble, sans me préoccuper de son positionnement sur la surface donc, du terrain. Donc, on a évidemment donc, ce gros avantage de pouvoir faire cette distribution en surface qu'on vient de la topographie. Autre démarche aussi qui est intéressante, ces objets macro ont cette intelligence de représentation également. Donc, si vous décidez pour X raison de mettre en lumière votre végétation, vous pourrez définir donc, le type de dessin que vous voudrez donc y appliquer, permettant de démontrer l'aspect de transparence ou tout simplement vous allez retrouver l'aspect fond d'écran blanc et esquissé. Donc vous avez ici la même approche que d'autres objets intelligents dans le plan, de pouvoir représenter ces objets de différentes manières selon le cycle de vie qu'on vient du projet. Voilà, donc sur la partie végétation, allez, on va passer sur le concept Alplan Road. Alors, ce qui est intéressant avec Alplan Road, c'est que vous allez, là, dans ce contexte, chercher à modéliser avec perfection, je dirais, un réseau routier. Là, je vais travailler sur ce petit corridor. En quoi consiste-t-il? Vous avez donc ce module route, qui vous permettra de modéliser également donc, le terrain. Donc, sachez que j'ai pu récupérer mon travail de modélisation des plans, donc avec le premier module d'environnement terrain. Je l'ai converti dans l'environnement Alplan Road pour qu'il puisse gérer également donc, son terrain. Donc, vous avez l'avantage, dans ce contexte-là, de pouvoir définir la manière dont on pourrait représenter donc, les courbes de niveau, avec un décalage donc, sur les courbes de niveau principales et les courbes de niveau donc, intermédiaires, et y compris donc, la manière dont vous pourriez représenter donc, la surface donc, du terrain avec le code colère donc, associé. Donc, tout ça se trouve dans des préférences de paramétrage que vous pourrez donc enregistrer, et ce qui vous permettra par la suite de les modéliser si nécessaire. Là, dans l'exemple, le terrain, je vais pouvoir le dire, représente-moi comme dire tous les courbes de niveau 3D, avec justement ces réglages, comme le niveau donc, principal rouge, comme le niveau intermédiaire donc en vert. Si je vais pouvoir retrouver la surface 3D de ce terrain, même topo, vous allez pouvoir donc la matérialiser. Là, vous devinez d'ailleurs, le passage là, départemental 121, hein, qui se manifeste bien. J'active, hop, les arêtes. Voilà, on devinera un petit peu le chemin que ça peut représenter. Vous voyez, donc il y a quelques trous qui apparaissent, issus bien sûr de, je dirais, du nombre de points définis dans ce nuage de points. Donc, moins on aura de points, plus le système essaiera d'extrapoler. Et pour vous donner donc un peu cet aperçu d'Aradir, pour nous, c'était pas trop grave. Je vais demander donc à Alplan Road d'effectuer donc un travail totalement différent en créant donc un réseau routier. Donc, sur ce réseau routier, hop, ici, vous avez moyen de définir ce qu'on appelle un axe de travail, donc c'est cet axe en bleu que vous apercevez, qu'on viendra connecter, comme dire, au terrain défini. Et de là, donc, parmi les paramétrages donc, de distribution, d'équidistance sur les stations qui nous aideront, comme dire, à modéliser, comme dire, dans cette route, vous allez voir que ce sera facile pour nous d'apporter, comme dire, cette modélisation. Donc, vous avez la possibilité de créer, comme dire, donc, vos points, vos axes routiers. Donc, chacun de ces points, vous créez ce qu'on appelle donc, une station. Et à chacune de ces stations, donc, ça me permet ici de modéliser tout simplement mon terrain. Je peux reprendre donc, chacun de ces points, revenir dessus, indiquer le rayon de virage que j'aurai donc à embarquer. Et à l'issue de ça, vous allez donc définir comment cet axe routier va se
balader du coup sur l'altimétrie. Et nous avons juste moyen ici de définir le passage vertical quand on vient donc du tronçon routier. Donc vous avez un diagramme qui sera donc du coup accessible, qui me permettra avec la courbe verte de retrouver la courbe de terrain naturel que j'ai analysée par mon passage. Moi j'aurais juste la possibilité de définir, comme vous voyez en rouge, différents jalons, et qui me permettront, si je me positionne ici, on n'en pas trop vite, permettront d'analyser le suivi le plus proche possible du terrain naturel pour les phases de calcul de Deber-Remblai de mon tronçon routier. Voilà. Une fois ce calcul effectué, j'ai juste besoin de définir donc, les attributions de réglage, excusez-moi, c'est pas ici, c'est ici, les attributions de réglage de mon tronçon routier. Alors, quels sont les espaces que je viendrai donc exploiter pour positionner chaque élément, chaque équipement de mon tronçon routier? On va vraiment analyser, comme on dit, donc, le tablier, les couches de paillage qui seront associées à cette route, les murs de contreventement, les trottoirs, la route en Allemagne, les dimensions, les largeurs, les inclinaisons. Donc vous retrouvez dans un plan rose tout un tas de réglages qui nous permettront de définir la forme de la route avec l'activation ou pas donc, de certains éléments, selon ce qui nous intéresse. Si vous voulez tracer un réseau autoroutier, est-ce que vous voulez tracer une route de campagne, une départementale, etc. Associé à ça, vous pouvez donc définir les différentes couches à exploiter. Donc, est-ce que vous voulez du bitume, comment dire, du béton de drainage, vous avez du tarmac, vous avez moyen de définir donc, tout type de matériaux, tout type de couches donc, associées, et que vous allez pouvoir combiner dans ces réglages d'affectation que nous propose donc Alplan. Donc, une fois que vous avez réglé et défini cet environnement, vous avez moyen donc, de les associer. Donc ici, je vais pouvoir dire de quel tronçon à tel tronçon je pourrais donc effectuer cette opération. Donc pour cela, je peux affecter ce qu'on appelle donc des données et je peux me balader, comme vous pouvez le remarquer, le long de mon tracé routier avec le nom des stations donc associées de manière automatisée. Donc je peux vraiment m'arrêter d'un point à un autre pour indiquer qu'on veut dire peut-être un décalage ou on appelle ça donc une aire de repos, si je veux définir donc des zones donc d'arrêt ponctuelles qu'on vient sur le tronçon, donc j'aurai moyen de choisir les tronçons sur lesquels on travaille. Donc ici, j'ai effectué tout simplement ce travail sur toute la longueur de mon tronçon. Lorsque vous avez besoin, par exemple, de définir des trottoirs, je vous indiquerai comment si vous voulez donc, travailler uniquement sur la gauche ou la droite, on dire de ce tronçon. Vous pourrez directement dupliquer lorsque vous avez prévu sur la droite ou sur la gauche, on dire de votre tronçon. Donc, et là, vous répétez l'opération sur toutes les phases d'analyse et de conception, les pentes, les trottoirs, la route en elle-même, etc. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne donc du coup cette capacité, si je reviens sur ma vue, hop, ici, ça vous donne donc cette capacité à pouvoir dire au système, attention, je vais pouvoir dessiner tout simplement ce tronçon routier. Là, je vais l'afficher ça sous forme de design, donc à savoir donc, un tracé filaire qui montre bien qu'il a tenu compte de la topographie que je lui ai indiquée sur son profil en ligne. À côté de ça, vous êtes déjà capable, je vais juste reprendre ici une petite analyse, de faire une vérification. D'ailleurs, je vais désactiver, si ça ne vous dérange pas, le géotif. Faire une analyse. Je vais prendre le premier. Voilà. Vous êtes capable de faire une analyse de profiler donc en travers, pardon, de votre réseau routier, juste par rapport à chacun des jalons. Et quand vous aurez donc déterminé le jalon sur lequel vous voulez faire votre analyse, hop, vous le fixez et vous déplacez tout simplement l'image qui vous intéresse. Et vous aurez ici un rapport qui vous renverra donc la coupe représentant donc ce profil en travers qu'on vient de ce tronçon.
Et je peux ainsi faire cette analyse un peu partout. Donc, c'est assez, comme dit, en dynamique. Et là, vous aurez le rappel de la numérotation du jalon, vous indiquant à telle distance de cette voie, comment se comporte tout simplement donc, ce réseau routier et comment le terrain vient se caler sur ce réseau routier. Donc là, malgré qu'on n'ait pas encore modélisé donc, la route en elle-même, je reviens juste sur ce tronçon. Je reviens sur l'affichage. Je peux demander donc d'avoir un aperçu filaire de mon tronçon. Donc, là, vous aurez donc une distribution sur chaque jalon pour voir à peu près la section de la route. Et si vous voulez l'apercevoir vraiment complètement en 3D, pas de souci. Vous aurez cette capacité à pouvoir matérialiser le tronçon routier sur la surface du terrain. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté dynamique del plan road de vous proposer, si je reviens sur ces réglages, de dire l'espace nécessaire pour pouvoir occuper le terrain. Si je décide d'avoir une projection un peu plus éloignée, je vais passer à 25 mètres d'un côté et 25 mètres de l'autre, vous allez voir qu'il va effectuer son calcul de manière dynamique pour vous montrer ce côté de déblai et il va indiquer tout le talus qu'il aura eu besoin de travailler pour respecter cette distance de 25 mètres qu'on vient à respecter. Voilà. Donc ça, c'est totalement dynamique, donc on peut à tout moment revenir sur les réglages par défaut de cet environnement. Je repasse à 5 mètres, ici je repasse à 5 mètres, et là on verra donc quelle sera la partie donc, de déblai remblai qu'il nous faudra donc réaliser pour pouvoir tracer ce réseau routier. Voilà pour un plan road, alors qui nous propose pour l'instant quelques options assez intéressantes là en entrée en matière. Vous avez encore une petite partie qui pourrait vous intéresser, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui-ci, celui-là. Voilà. Pour avoir donc la liste de toutes nos stations, vous avez moyen de demander donc un plan road, de vous faire un petit rapport sur toutes les altimétries et toutes les orientations liées donc à chacune des stations de cette voie. Et ce petit tableau combien peut être mis à jour, bien sûr, uniquement une fois que vous avez effectué vos opérations de modification dans le paramétrage des données d'entrée. Voilà pour le côté présentation de les paysagers dans un cas d'urbanisme. Alors, dites-vous que si demain vous souhaitez travailler sur un projet encore plus ambitieux, Alplan ne souffre pas de performance là-dessus. Un petit projet qui pourrait vous convenir ici. Si demain vous souhaitez donc intégrer des données bien plus conséquentes, pas de souci pour travailler sur des données d'entrée donc de grand volume. Donc là, vous reconnaissez forcément New York, l'île de New York, et j'ai, je dirais, toute capacité et performance pour pouvoir traiter des volumes de grande envergure. Donc le tout, c'est de pouvoir fournir ces données d'entrée et faire en sorte que vous puissiez donc, les traiter dans un plan et un plan road et pouvoir tracer vos réseaux routiers sans problème. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.